Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Retour sur le plateau d'Europe 1 Soir avec Catherine et Louis Dragnel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Catherine. Ah, j'adore. Oui. Bonsoir Pierre. Et bonsoir Louis. J'adore ce Catherine. grand bonsoir. Vous avez écouté Sylvain Maillard. Je sens un peu de, comment dirais-je, de gêne ou d'embarras sur le fait que l'électeur a massivement choisi le Rassemblement national, qu'il y a eu une stratégie pour les désistements au profit d'une majorité qui n'est pas celle de la majorité nationale, du Rassemblement national, mais de la majorité présidentielle et du nouveau Front populaire, qui essaye de tisser, en fait, Louis Dragnel, une alliance plutôt à gauche. Et en même temps, on l'a entendu, Sylvain Maillard dit, mais vous savez, la voix, elle appartient à l'électeur. Mais alors, si elle appartient à l'électeur, pourquoi donc faire toute cette stratégie de désistement ? Allez-y Catherine. Non, allez-y. Vous étiez lancé. Allez-y. Non, mais Si, non, c'était pour Catherine. Mais non, mais simplement dire, c'est stupéfiant de dire, en donnant des conseils, en donnant le Rassemblement national comme l'ennemi à combattre, et à la fois en disant mais non, mais les électeurs sont libres. C'est bien pour ça qu'on les a consultés. C'était quand même pour clarifier. Qu'est-ce qu'il a voulu faire le président ? Clarifier. Et maintenant que le Rassemblement national est en tête, on veut tout faire pour essayer de le démolir avant le deuxième tour. Pour, je veux dire, vis-à-vis des électeurs, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, les recommandations ne seront pas écoutées. Les fameuses consignes de vote. Louis Dragnel. C'est totalement incompréhensible et c'est pour ça que le macronisme est en train de s'effondrer totalement, politiquement, parce qu'il n'y a plus aucun ADN. Comment est-ce que vous voulez demander à... Vous voyez la sociologie de l'électeur d'Emmanuel Macron. J'essaie de l'imaginer en province, quelqu'un qui a plutôt bien réussi, qui gagne bien sa vie, qui a pas envie de payer trop d'impôts, qui veut globalement de l'ordre, qui veut qu'on lui fiche un peu la paix, qui est pas trop d'État. Et aujourd'hui, on peut lui demander de voter pour un candidat communiste. On peut lui demander de voter pour un candidat écologiste. Et puis ensuite, il faut quand même imaginer... Et LFI et la France Insoumise, par exemple. Non, LFI, c'est le barrage. Non, pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. Yael Braun-Pivet vous dit, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, ça dépend. au cas par cas. Et tout est un non-sens absolu. Revenons à la racine, puisque Catherine, vous l'évoquiez à l'instant. Emmanuel Macron avait dit « Je ne tirerai aucun enseignement national des élections européennes ». Première chose qu'il fait, il dissout l'Assemblée nationale. Les Français venaient de s'exprimer à l'occasion des élections européennes. Je crois que c'était assez clair. Il y avait un message de droitisation du pays très fort, d'attente très forte par rapport à ça. Emmanuel Macron donc a entendu ce qu'ont dit les Français et il dit je vais quand même faire de nouvelles élections pour les entendre à nouveau. Donc là, on voit résultat du premier tour des élections législatives, le RN est extrêmement fort. Historiquement, jamais le RN n'a été aussi fort. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place ? Plutôt que de véritablement vouloir rendre la parole aux Français, la Macronie est en train de mettre en place une stratégie de contournement de la démocratie, en fait, avec des alliances totalement contre nature du Parti communiste aux Républicains pour essayer d'empêcher le Rassemblement national. Mais ça, les électeurs ne sont pas dupes. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Et en plus, si vous voulez, ça peut coûter très cher. C'est gagner un point, ça peut coûter toute une vie politiquement. Quand vous voyez même Gabriel Attal, vous voyez la plupart même des ministres du gouvernement qui aujourd'hui expliquent qu'il faut voter écologiste, qu'il faut voter parfois la France Insoumise, alors que ce sont des gens qu'ils ont combattu pendant tout leur mandat. Je rappelle simplement deux choses. La France Insoumise, c'est quand même des gens qui soutiennent les fichiers S, qui ont des fichiers S parmi leurs candidats, que Gérald Darmanin a combattu matin, midi et soir. Les écologistes, je prends un détail, qui sont quand même très proches des soulèvements de la Terre. Gérald Darmanin a voulu les dissoudre, les soulèvements de la Terre. Et aujourd'hui, donc, vous expliquez à vos électeurs, on a voulu dissoudre les soulèvements de la Terre, on est pour on soutient la police, on a fait la loi asile-immigration, et bien maintenant vous allez voter pour les gens qui nous ont combattus, qui ont combattu toute notre politique. Et c'est en ce sens que ça, honnêtement, c'est je vous sens révolté. Mais non, mais ça n'a en fait, non, mais ça n'a pas de sens. Ce qui me révolte, c'est que je suis d'accord avec vous. Ça n'a je vais pas vous de dire sens. ce qui me révolte, c'est que c'est un mépris profond pour les électeurs. Vous pouvez pas dire je vous donne la parole et en fait je vous confisque la parole. Je vous donne la parole et en fait à la fin on va vous dire pour qui voter. Je vous donne la parole et en fait on n'est pas propriétaire de nos voix. Mépris pour les électeurs et mépris aussi pour les candidats, puisqu'il nous a expliqué tout à l'heure, Sylvain Maillard, à l'instant là, il a dit nous avons dû aller voir des candidats Renaissance en disant finalement ça sera pas toi, ça ne pourra pas être toi puisque on donne au profit. Est-ce que vous imaginez dans la stratégie des désistements. Je vous prends un exemple et après j'ai terminé. Un exemple, pardon Catherine. Je prends la ville du Havre. Les électeurs du Havre, élection municipale après élection municipale, Édouard Philippe leur explique que le danger absolu c'est les communistes.
Et là, ce soir, il leur explique, pour sauver la démocratie, il faut voter pour mes principaux adversaires, les communistes. Non, mais donc j'ai terminé. Comprendre. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est quand on se demande pourquoi le président a-t-il décidé de dissoudre. Alors, il savait très bien que la rentrée serait difficile, que pour le vote du budget, en fait, tout ça. Mais pourquoi décider là, le soir, le résultat des européennes? Parce que 14%, encore 3 jours avant, il croyait qu'il aurait 20%. Et là, il s'est dit, les Français ont mal voté. Moi, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Et comme il l'a dit, je vais leur envoyer une bombe dans les pattes et puis à eux de se débrouiller. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est eux qui ont eu tort, c'est moi qui ai raison. Et là, les Français votent. Le RN qu'il combat en parole, mais depuis, ça montre à longueur de discours. Et bien là, je veux dire, ils sont premiers. C'est le premier parti. En ce moment, et bien là, il essaie de contrer les électeurs pour les empêcher d'avoir les résultats qu'ils escomptaient par des magouilles effrayantes. Non mais c'est pas possible. Catherine Ney et Louis Dragnel sont avec nous et on continue de parler de justement ces dernières avancées politiques juste après le journal permanent. Europe 1, le journal permanent. À 19h31 et je salue Maël Hassani. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Plus d'un candidat sur 4 du Rassemblement national a tenu des propos racistes, antisémites ou homophobes. L'accusation lancée par Gabriel Attal lors d'un déplacement de campagne à 4 jours du second tour des élections législatives. Cela fait suite aux polémiques sur des propos ou des actions de certains candidats RN. Le président du parti, Jordan Bardella, reconnaît, je cite, qu'il peut y avoir des brebis galeuses. Pas question de gouverner avec les insoumis. Emmanuel Macron précise les contours d'une éventuelle grande coalition en cas d'échec du Rassemblement national à obtenir la majorité absolue dimanche soir. En Conseil des ministres, le président de la République assure que se désister aujourd'hui pour des élus de gauche face au RN ne signifie pas s'allier demain avec LFI pour gouverner. 8 membres de la jeune garde antifasciste mis en examen pour une agression antisémite dans le métro parisien fin mai, on l'apprend aujourd'hui. Un garçon juif de 15 ans aurait été violenté après une altercation entre le groupe d'ultra-gauche et la Ligue de défense juive en marge d'une conférence de l'insoumise Rima Hassan. La jeune garde antifasciste fondée par le candidat du nouveau Front populaire, Raphaël Arnaud. Avocat, ministre, négociateur hors pair et fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand. Roland Dumas est décédé aujourd'hui à l'âge de 101 ans. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il a navigué entre les salles d'audience et la vie politique durant toute sa carrière, entaché par une condamnation dans l'affaire Elf avant d'être relaxé en 2003. Et puis c'est fait pour Mark Cavendish. Le coureur britannique enregistre sa 35e victoire d'étape sur la Grande Boucle aujourd'hui. C'est un record. Le Slovène Tadej Pogačar conserve son maillot jaune. Merci Maël Hassani, à tout à l'heure pour l'info. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec l'éditorialiste Catherine Ney et le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel, pour commenter ces nouvelles manœuvres du président de la République qui veut faire une grande alliance à la gauche de la gauche, incluant le Parti communiste, les écologistes, certains socialistes, mais pas LFI. Gabriel Attal, ce matin, sur France Inter, a affirmé qu'il n'y aura pas d'alliance. Moi, je le redis ici, tout me sépare de la France insoumise. Jamais je ferai d'alliance avec la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front national, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front national en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire. Voilà ce que dit Gabriel Attal et ce que répète Sylvain Maillard tout à l'heure, Catherine Ney, en disant voilà, le problème LFI, il est réglé. Mais en réalité, dans la coalition de gauche du nouveau Front populaire, qui porte ce nouveau Front populaire si c'est pas LFI? Oui. Non, mais en réalité, il y a une vraie césure et qui est très intéressante. Parce qu'en Marche, on dit c'est la même chose, il y avait une aile gauche et une aile droite. Et là, sur la gestion à avoir, justement, dans ces deuxièmes tours, eh bien, les ministres de droite, eh bien, ils sont plutôt pour le nini. Un nini élargi. Alors, ils ont un peu brodé, ils avaient ouvert les portes, puis plus ça va, plus ils les referment. Et ceux qui viennent du Parti socialiste, dont le Premier ministre, d'ailleurs sa décision, mais unilatérale, de supprimer, de ne pas signer le décret de la réforme de l'assurance chômage, montre qu'il pense pouvoir un avenir avec des gens de gauche, peut-être. Bon. Mais là, s'il imagine que, par exemple, des socialistes, quel est l'intérêt des socialistes de venir gouverner avec Macron, avec président Macron, d'ici la présidentielle?
Est-ce qu'on peut penser qu'ils pourraient se mettre d'accord et sur quoi? Mais surtout pour faire quoi? Et avec qui à la tête? Qui va désigner le Premier ministre? Mais ça doit être un parti qui doit lui proposer. Mais quel parti? Quelle coalition? Comment mettre d'accord? Ouais. Non, mais quand on regarde chaque point de détail, puisque c'est de l'inédit total, de l'improvisation, et dans un truc où il n'y a aucun feu, un plaisir de se dire tel leader voilà, et on voit quelqu'un, enfin pour le on a RN l'impression que c'est à chaque jour suffit sa peine, j'ai l'impression, dans cette stratégie du président Macron. Et comme par hasard sort quand même dans le Progrès ce matin cet article où on est allé interroger Jean-Michel Macron, qui est le père d'Emmanuel Macron, avec lequel il n'a pas forcément beaucoup de liens, et qui dit, en fait, la dissolution, il m'en avait parlé 2 mois avant. Enfin, pardonnez-moi, mais dans ce qu'on appelle communément le narratif chez les communicants, ça commence à devenir un peu lourd. Louis mais il dit aussi, mon fils a proposé des solutions originales, mais les Français n'en veulent pas. Après, c'est toujours un peu gênant de commenter ce type de propos, parce que on sait que les relations personnelles entre Emmanuel Macron et son père ne sont pas évidentes. Oui, mais dans ce cas-là, Louis, pourquoi est-ce que ça sort là? Mais je sais. Dans l'entre-deux-tours. Mais vous voyez bien Mais vous voyez bien je pense que tout ça n'est pas maîtrisé par l'Élysée, ça. Mais non, vous voyez bien qu'il y a une photo et que quelqu'un est venu à Amiens alors qu'il venait de faire ses courses. On voit qu'il a une miche de pain sous le bras. Il est dans son jardin, devant sa maison, et on arrive. Qu'est-ce que vous pensez, mon frère, mon fils? Et on lui a parlé 5 minutes, d'accord. Il a parlé de 5 minutes. Il n'a pas convoqué la presse. C'est un... Voilà. Non, mais en revanche, je trouve que tout ça est quand même très inquiétant pour la suite, parce qu'on a du mal à imaginer, quelle que soit son opinion politique sur la situation, ce qui peut se passer en fait. Et moi, j'ai le sentiment que le pays va être complètement bloqué institutionnellement si le Rassemblement national n'obtient pas la majorité absolue, s'il n'est pas en mesure d'arriver à Matignon. À ce moment-là, donc personne n'a de majorité vraiment qui se distingue. Et que se passe-t-il? C'est du jamais vu. C'est déjà ce qui est en train de se tramer, puisque souvenez-vous, au lendemain du premier tour, dimanche soir, lundi matin, on commençait à avoir des sondages avec des projections de sièges à jusqu'à 305 sièges pour le RN. Ouais. Aujourd'hui, on a une projection là, Harris Interactive pour Challenge, 190 à 220 sièges. Ce qui est extrêmement faible. On a perdu 100 sièges, enfin pas 100 mais 80. Absolument. Et donc dans cette configuration, que se passe-t-il? Ce sont des coalitions de l'impossible. On n'imagine pas le camp d'Emmanuel Macron être en mesure de débaucher des députés RN. Catherine l'a très bien dit, je vois pas très bien moi des députés socialistes, écologistes, à part quelques aventuriers un peu opportunistes, mais rejoindre une coalition, un gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ce qui pourrait pour l'aider à terminer ces 3 ans qui lui restent. Exactement. Qui va vouloir? Mais ce qui pourrait se passer en réalité, c'est que au lendemain du second tour, si effectivement, j'en sais rien, on verra ce que disent les électeurs. Non, mais si le Rassemblement national n'obtient pas la majorité absolue, un gouvernement ne peut pas être constitué à proprement parler. Et donc, ce qui peut se passer, c'est le gouvernement de Gabriel Attal est maintenu, chargé d'exécuter les affaires courantes, avec, je pense, des ministres d'ailleurs qui ont envie de faire autre chose, qui ne pourront pas démissionner, puisque ils ne peuvent quitter le gouvernement que si leur démission est acceptée par le président de la République. Je pense à beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas présentés législatives et qui pour qui c'était un peu la fin de leur engagement politique. Ils avaient déjà pris des dispositions. Et qui étaient très soulagés à l'idée de se dire que c'était terminé. Donc eux n'auront pas d'autre choix que de rempiler, un peu contraint et forcé. Et ça, combien de temps ça peut durer? Moi, j'ai en mémoire, même si le système politique n'est pas exactement le même, mais la grande crise politique qui a duré plus de 10 ans en Belgique, avec un gouvernement qui est là, mais qui n'a pas envie de travailler, une majorité certains qui ont envie. Je veux pas être désagréable avec nos amis belges, enfin, le pays a moins d'enjeux. Évidemment, pardon, mais l'exemple le plus proche géographiquement, je me souviens de cette crise interminable. 1 an et demi sans gouvernement. Mais elle n'est pas totalement terminée d'ailleurs, la crise en Belgique. Quand j'imagine Emmanuel Macron le lendemain de l'élection, moi je pense qu'il a une assiette avec dessus un Rubik's Cube. Vous voyez? Un Rubik's Cube, voilà, ce carré qu'on tourne pour arriver. Chinois. On sent que Catherine Ney a fait des Rubik's Cube. Je n'y suis jamais arrivée. Ah oui, d'accord. Je n'ai jamais. Bon, voilà, j'y ai passé. Eh bien, je dis, là, il a une équation. Je veux dire, avec des paramètres fous, et comment... Alors, évidemment, là, on parle comme si on avait le résultat de l'élection. D'ailleurs, on ne l'a pas. Peut-être qu'on va avoir une autre surprise. Le problème, c'est qu'il a 70 millions d'électeurs dans le Rubik's Cube, comme vous dites. Oui, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors, quelle combinaison va-t-il pouvoir sortir? Parce qu'il va bien falloir que...